Oui, donc moi je travaille au centre de recherche cerveau qui est à Québec et c'est un centre de recherche qui historiquement s'intéresse pas mal à la neuroscience animale, mais il y a une nouvelle section humaine en fait qui s'est développée. On a plein d'outils intéressants pour aller regarder ce qui se passe dans le cerveau, notamment une IRM 3T pour aller faire des investigations chez l'humain. Il y a aussi une IRM 7T pour aller regarder ce qui se passe un petit peu chez l'animal. Et puis, moi, je travaille dans l'équipe de Philippe Albouy et Philippe, il a aussi développé toute une plateforme pour aller faire de la neurostimulation. Il vous en parle juste après, en fait. Et puis aussi, on va regarder directement ce qui se passe dans le cerveau d'êtres humains, en fait, parce qu'on a accès à des patients qui sont épileptiques, qui sont implantés dans le cadre de chirurgie. Mais c'est pas de ça exactement que je vais vous parler aujourd'hui, en fait. D'ailleurs, c'est vrai que c'est les maladies du cerveau, mais moi, je vais vous parler d'un truc, si c'est une maladie, en tout cas, ça va tous nous toucher, parce que je vais vous parler du vieillissement et de la distractibilité. Et en fait, j'ai travaillé notamment en France à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on allait tous, en fait, devenir plus distraits avec l'âge. Et ouais, puis attention, ça reste. Je peux vous le dire. Du coup, je me suis intéressée aux trajectoires évolutives des composantes de la distractibilité au cours du vieillissement. C'est une étude comportementale. Je suis pas mal contente de vous la présenter parce que je l'ai jamais présentée en fait. C'est un truc qui vient tout juste d'être accepté pour publication. Et donc, j'utilise un terme en fait, distractibilité. On m'a fait remarquer hier que c'était un anglicisme et c'est vrai. Mais en fait, j'utilise ce terme pour dissocier la distractibilité et la distraction, en fait, à proprement parler. Parce que la distractibilité, c'est la capacité qu'on va avoir à rester concentré sur quelque chose, tout en restant réactif à l'environnement, sans pour autant se laisser distraire en permanence. Donc, en fait, la distraction, c'est un truc qui va intervenir dans la distractibilité, mais la distractibilité, c'est pas une fonction cognitive, en fait, c'est plutôt un état attentionnel dans lequel on est. Et ça change. Par exemple, le soir, on est plus distractible parce qu'on est un peu plus fatigué. La distractibilité, donc, comme je vous disais, c'est plutôt un état qui fait intervenir différentes formes d'attention, notamment l'attention volontaire. L'attention volontaire, ça va comprendre des mécanismes d'orientation attentionnelle, donc comment on va orienter son attention dans l'espace, mais aussi l'attention soutenue, comment on va maintenir son attention sur quelque chose qui nous intéresse volontairement. L'attention volontaire dans le cerveau, ça va dépendre d'un réseau qui est plutôt dorsal, qui est ici représenté en bleu. Et là, par exemple, vous êtes tous en train de déployer des mécanismes d'attention volontaire puisque vous êtes concentrés sur mon discours. Mais si quelquefois dans la salle, il y a un téléphone qui se met à sonner, et notre attention, elle va être automatiquement, involontairement capturée par ce stimulus qui va être saillant et inattendu. Et en fait, ça va interrompre notre état de concentration. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distraction. C'est l'effet néfaste, en fait, d'un truc inattendu sur notre état de concentration. Et ça, la distraction, ça dépend dans le cerveau d'un réseau qui est associé à l'attention involontaire automatique et qui est ici représenté en rouge. Donc, si quelquefois vous vous laissez distraire, et après, pour reprendre votre activité, il va falloir vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Et en fait, l'attention volontaire et involontaire, elles vont avoir une dynamique. C'est des réseaux cérébraux qui interagissent, en fait. Ça va créer, en fait, une sorte d'équilibre attentionnel. Donc là, moi, j'ai choisi de le représenter de cette manière-là. Et en fait, pour bien agir au quotidien, il va falloir être capable de se concentrer avec l'attention volontaire, mais aussi être capable d'être réactif à tout ce qui se passe autour de nous avec l'attention involontaire. Donc ça, c'est un peu l'équilibre attentionnel comme on pourrait le concevoir type optimal. Il y a une troisième composante qui va entrer en jeu dans la distractibilité, c'est l'alerte, et plus particulièrement l'alerte phasique pour transitoire, en fait. L'alerte dans le cerveau, c'est sous-tendu par ce qui se passe au niveau du locus coeruleus, dans le tronc cérébral, et particulièrement, en fait, ce noyau-là, il va réguler tout ce qui a trait à la noradrénaline dans le cerveau. Et pour faire bref, quand il va s'activer, en fait, la noradrénaline, elle va diminuer le seuil d'excitabilité corticale. Donc, en fait, elle va rendre le cerveau plus réactif. Donc, finalement, ça va nous réveiller, en fait. Et ça va intervenir aussi sur l'équilibre attentionnel parce que ça a un effet assez spécifique dans le cerveau. Et ces trois composantes, elles vont
elles vont un peu entrer en interaction, et notamment avec tout ce qui est processus moteur. Et si quelquefois il y a un petit déséquilibre en fait dans cette balance, et en fait les individus ils vont parfois agir de manière impulsive, donc avant d'avoir analysé une situation de manière appropriée. Au cours du vieillissement, va y avoir, d'un point de vue normal, en fait, des changements structurels, mais aussi fonctionnels au niveau du cerveau. Et il y a plein d'études qui ont montré qu'en fait, ces changements-là, ils allaient induire une difficulté à réguler le traitement des informations non pertinentes au niveau cérébral. Et les difficultés attentionnelles, même quand elles se constatent dans une dimension normale, en fait, elles peuvent conduire à une perte d'autonomie, donc notamment chez les aînés. Et ça, c'est embêtant, surtout parce qu'en fait, il y a très peu d'approches thérapeutiques qui existent pour essayer de pallier ce genre de problème. Et en fait, il y a peu d'approches thérapeutiques parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'attention, ça fait des centaines d'années qu'on s'y intéresse, on ne comprend pas très bien comment évolue la distractibilité au cours du vieillissement. Moi, je me suis intéressée à ça d'un point de vue comportemental, et ce que j'ai pu constater en faisant une revue de littérature, c'est que l'orientation attentionnelle, par exemple, va y avoir des résultats contradictoires. Au cours du vieillissement, il y a des études qui vont trouver que ça diminue, puis il y a d'autres études qui vont trouver que ça reste stable. Pour l'attention soutenue, c'est la même chose. Il y a des études qui trouvent que ça diminue avec l'âge, d'autres qui trouvent que ça augmente. Pour la distraction, là encore, on a des résultats contradictoires. Soit ça va augmenter, soit ça va rester stable avec l'âge. Pour ce qui a trait à l'alerte phasique, là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a moins d'études quand même qui se sont intéressées à ça d'un point de vue comportemental. Et celles qui l'ont fait rapportent que ce serait stable durant le vieillissement. Mais il y a quand même des études, parce qu'en fait, c'est une revue de littérature qui suggère qu'il y aurait une dégradation des neurones du locus coeruleus avec le vieillissement. Et donc, ça sous-entendrait en fait des changements d'alerte phasique aussi liés à l'âge. L'origine de ces contradictions, forcément, comme ces différentes composantes, elles ont été étudiées séparément, elles ont été étudiées avec des paradigmes différents, donc, puis avec des participants différents, etc. Donc ça, souvent en recherche, on obtient des résultats contradictoires puisqu'on n'étudie pas pile poil la même chose. Mais ce que j'ai pu remarquer en fait aussi, c'est qu'en fait, souvent, dans ces études-là, on va prendre des groupes d'âge très variés. Par exemple, on va prendre des adultes jeunes de 20 à 40 ans et on va prendre des adultes plus âgés de 60 à 85 ans. Sauf que moi, je trouve que je comprends d'un point de vue pratique l'intérêt, mais quand même, de 60 à 85 ans, je trouve qu'il y a des différences. Enfin, je veux dire, ça se voit même de 20 à 40. Et en fait, on s'est dit que peut-être les résultats contradictoires, ça venait aussi de ça. Et donc, ce qu'on a fait avec Aurélie Bidécollet, avec qui j'ai travaillé en France, c'est qu'en fait, on s'est dit pourquoi pas essayer de caractériser en fait le développement de la distractibilité et donc l'état d'équilibre attentionnel au cours du vieillissement en prenant des tranches d'âge plus restreintes pour essayer de voir si oui ou non ça pourrait pas expliquer le fait que les études passées ont rapporté plein de résultats contradictoires. Et comme les études qui sont intéressées au fonctionnement cérébral, elles ont noté qu'il y avait une difficulté à réguler le traitement des informations non pertinentes au cours du vieillissement, ça suggère que l'équilibre attentionnel il va se caractériser par une dominance de l'attention involontaire sur l'attention volontaire, donc plus réagir à ce qui va nous distraire. Donc, il y avait plusieurs hypothèses. L'équilibre attentionnel, on s'est dit que peut-être au cours du vieillissement, ça allait être une diminution, ça allait être lié à une diminution de l'attention volontaire ou à une réactivité trop importante de l'attention involontaire, ou alors à ces deux patterns à la fois, sachant qu'on n'avait pas trop d'hypothèses fortes pour l'alerte phasique, parce que ça, c'était un peu plus flou. Et en fait, on a utilisé un test comportemental pour faire cette étude. Et en vérité, on était assez confiante dans ce test-là parce qu'on l'avait précédemment utilisé chez près de 400 enfants et jeunes adultes de 4 à 20 ans. En fait, ce test, il est assez simple. Le principe, c'est que on voit un chien apparaître à l'écran. Puis après un délai, on va l'entendre aboyer dans l'oreille droite ou dans l'oreille gauche. Et le but, c'est de cliquer le plus rapidement possible dès qu'on entend le chien aboyer. Peu importe l'oreille, c'est toujours le même bouton. Quand le chien il va vers la droite ou vers la gauche,
il va nécessairement indiquer l'oreille dans laquelle il va bientôt aboyer. Donc, en fait, on va pouvoir se préparer, on va pouvoir orienter son attention pour essayer d'être le plus rapide possible. Par contre, quand le chien il est assis de face, ben, dans ces cas-là, on ne peut pas savoir. Donc ça, c'était pour la moitié des essais. Et pour l'autre moitié des essais, le principe, c'était exactement le même, mais cette fois, en fait, on allait jouer un son distracteur, une sorte de sonnerie de réveil de téléphone jouer plus fort que le son cible. C'est fait pour capturer involontairement l'attention, en fait. Et ce son distracteur, on allait pouvoir l'entendre soit juste après l'indice, soit entre l'indice et la cible, ou juste avant la cible. Avec ce test-là, on a testé près de 200 participants âgés de 21 à 86 ans et on les a répartis en 7 groupes d'âge, en fait. On a essayé d'équilibrer au mieux en termes de catégories socio-professionnelles et en termes de sexe biologique aussi, mais en fait, c'était pas mal difficile de recruter des hommes à partir de 70 ans. Ils n'étaient pas très motivés pour participer. Je peux vous le dire, c'était dur. Même les 4, là, c'était pas facile de les avoir. Et après, on a analysé différents types de réponses comportementales. Tous les participants, quel que soit leur âge, ils y arrivent bien. Il y a à peu près 90% de bonnes réponses à ce test. Parce que c'est un test qui dure un quart d'heure, donc des fois on se déconcentre, on oublie enfin, ce genre de truc. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que quand même, il y en a qui vont cliquer avant que la cible elle arrive. Donc ça, c'est une sorte d'anticipation un peu erronée de la cible. Et on a vu que ça allait diminuer particulièrement après 40 ans. Donc, en fait, on a une diminution de l'impulsivité après 40 ans. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'en fait, après 40 ans, il allait y avoir un ralentissement des temps de réaction. Ça a déjà été vu dans la littérature, en fait, et c'est attribué en général à un phénomène de vieillissement global du cerveau, en fait, mais nous, ça nous intéressait pas trop, ça. On voulait vraiment regarder des trucs attentionnels, donc du coup, en fait, on a normalisé les performances individuellement pour s'affranchir de ce ralentissement, en fait. Et on a après analysé les temps de réaction normalisés, et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que chez tous les participants, on a un effet d'orientation de l'attention. Donc, tous les participants vont être capables de déployer volontairement leur attention pour être rapides. Ils vont être plus rapides pour cliquer lorsque l'indice est informatif que non informatif. Et ce qui est pas mal intéressant aussi, donc ça, c'est un truc qu'on voit chez tout le monde de 4 à 20 ans aussi. En fait, le distracteur, il va engendrer deux choses. Il va, premièrement, engendrer un effet facilitateur. En fait, vous voyez que les temps de réaction, ils vont diminuer quand il y a un distracteur dans l'essai. Et quand celui-ci se trouve près de l'indice, ça, parfois, il y a des gens qui me disent que c'est contre-intuitif, parce que c'est vrai qu'on s'attend à ce que les performances soient moins bonnes. En fait, c'est parce que le distracteur, comme c'est une sonnerie, tout ça, il va venir réveiller un petit peu et ça va augmenter l'alerte phasique de manière modérée, mais assez stable dans le temps. Et après, le distracteur, il va faire un deuxième truc. En fait, il va entraîner une augmentation des temps de réaction. Donc ça, c'est un effet délétère, c'est l'effet de la distraction à proprement parler. En fait, le distracteur, il engendre une capture attentionnelle qui est puissante, mais très transitoire. Donc, quand le participant répond à une cible qui est précédée par un distracteur qui se trouve près de l'indice, la capture attentionnelle, elle est terminée. Donc, en fait, on n'a plus que l'effet facilitateur de l'alerte en distracteur. Par contre, quand le participant répond à une cible, mais que cette cible elle est précédée juste par un distracteur, là, la capture attentionnelle n'est pas terminée. Donc, en fait, on mesure cet effet néfaste du distracteur. Et en fait, là, j'ai oublié de le mettre, mais en fait, on avait une interaction distracteur-âge très, très forte. Et nous, on s'est quand même intéressé donc à l'évolution de ces différents marqueurs au cours du vieillissement. Pour l'orientation attentionnelle, ce qu'on a vu, c'est que ça n'allait pas bouger, en fait. Ça allait rester stable de 21 à 86 ans. On s'est aussi intéressé à l'attention soutenue, à un index de l'attention soutenue, c'est la variabilité du temps de réaction. Et en fait, ça, on a vu que la variabilité, elle allait augmenter, notamment après 30 ans. Donc, ça suggère qu'il y a une diminution de l'attention soutenue qui démarre après 30 ans. Et on s'est intéressé à nos deux effets engendrés par le distracteur. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que l'alerte, vous pouvez voir, en fait, ça diminue après 25 ans, puis ça remonte, pardon, je mange mes cheveux, puis ça remonte après 60 ans. Et ça, c'est vraiment l'illustration qui montre que quand on va prendre une tranche d'âge, en fait, de 21 à 30 ans et une tranche d'âge de 60 à 85, par exemple, je pense à une étude, en fait, d'un collègue qui a fait ça au niveau cérébral. Lui, il n'a pas vu de différence, en fait,
dans l'état d'alerte au cours du vieillissement, puisqu'en vérité, la différence, elle se situe entre ces deux tranches d'âge. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il allait y avoir une augmentation progressive de l'effet néfaste de la capture attentionnelle, donc de la distraction, de 26 à 86 ans. J'ai fait ces données-là, en fait, elles sont venues compléter, comme je vous l'ai dit, d'autres données que j'avais acquises précédemment, avec l'aide de quelques étudiants. Et en fait, j'ai fait un résumé graphique. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les différentes composantes de la distractibilité, elles vont avoir des trajectoires évolutives différentes au cours du vieillissement. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait, concrètement, chez les aînés, on va avoir une dominance de l'attention involontaire sur l'attention volontaire, un petit peu comme chez les enfants. Mais je me dépêche. En fait, ce qui est intéressant, c'est chez les aînés, c'est qu'ils mettent en place des stratégies compensatoires. Par exemple, j'ai un collègue qui s'est intéressé à l'activité cérébrale et particulièrement au rythme alpha, donc des neurones qui vont décharger ensemble entre 8 et 12 Hz à peu près. Et en fait, quand les aînés vont se concentrer sur quelque chose, sur une information auditive, ils vont avoir des difficultés à bloquer les informations visuelles, en fait, contrairement aux jeunes adultes. Mais par contre, les aînés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mieux maîtriser leurs réponses motrices. Donc, en fait, ils vont avoir exactement la même performance que les jeunes adultes. Donc, en fait, ils mettent une stratégie compensatoire qui est un peu coûteuse quand même, parce qu'ils le disent qu'il faut qu'ils fassent un effort, mais ils ont les mêmes performances. C'est pour ça d'ailleurs que l'orientation attentionnelle, elle reste stable. En vérité, elle reste stable parce qu'il y a cette stratégie-là qui va se mettre en place. Parce que cette étude-là a utilisé quasiment le même test que moi. Et donc, pour finir et pour ouvrir sur la présentation de Philippe, en fait, nous, on a un projet qui vise justement à utiliser la stimulation magnétique transcrânienne pour contraindre un peu les neurones à s'activer à un certain rythme. Et en fait, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de voir si, avec cet outil-là, on n'est pas capable de réapprendre au cerveau des aînés, en fait, à se comporter de la même manière que celui des jeunes, en fait. Et on aimerait bien essayer de réduire ce déséquilibre attentionnel et pour essayer peut-être de ne pas les forcer à compenser. Voilà. Et ça, Philippe vous en parlera juste après.